Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Géraldine Vovor, directrice et fondatrice de Diaspora Got Talent, Anne-Marie Kofi Kouadioubla, docteur en droit, ainsi que notre éditorialiste Djemal Taleb. Place tout de suite à notre dossier du jour. Elle est la femme noire la plus riche du monde. Originaire du Nigeria, elle a fait fortune dans le domaine du pétrole dans son pays. Femme de poigne, d'action et de terrain, femme charismatique, elle a su faire la différence dans un pays où l'accès des femmes au monde des affaires est encore faible. Elle est aujourd'hui reconnue à l'échelle planétaire. Elle, c'est Folorunsho Alakija. Son portrait nous est proposé par Clément Joël Soala. Folorunsho Alakija, 65 ans, est la femme noire la plus riche au monde. Elle vient du Nigeria et a fait fortune dans le pétrole. 3,3 milliards de dollars, c'est l'estimation actuelle de sa fortune. Avec une différence de 500 millions de dollars, elle dévance l'américaine Oprah Winfrey, dont le patrimoine est estimé à 2,7 milliards de dollars en septembre 2011 par le magazine Forbes. Folorunsho Alakija est née en 1951 à Ikorodu, dans l'état de Lagos au Nigeria, d'une mère Yoruba, vendeuse de textiles. Cela pourrait expliquer son intérêt poussé pour le commerce et l'entrepreneuriat. Elle est issue d'une famille nigériane polygame de 8 femmes et 52 enfants, une situation qui ne l'a point empêchée de réaliser ses rêves. C'est d'ailleurs avec plein de nostalgie qu'elle évoque son enfance, reconnaissante des sacrifices de ses parents pour investir dans son éducation. Folorunsho Alakija est aujourd'hui mariée et mère de 4 grands-enfants. Dès l'âge de 7 ans, elle est envoyée avec sa jeune sœur à l'étranger pour 4 années d'instruction dans une pension pour filles au pays de Galles. Après son lycée à Sagamu, dans l'état d'Ogun, elle retourne en Grande-Bretagne au Pitman College de Londres, puis se spécialise au stylisme à l'école londonienne Central School of Fashion. Elle suit aussi des cours de secrétariat que lui impose son père. Folorunsho Alakija entame en 1974 son parcours professionnel en tant que secrétaire pour Siduade, une entreprise nigériane. Ensuite, elle occupe le poste de secrétaire exécutive du directeur général de la First National Bank, puis elle est directrice des affaires corporatives à l'International Merchant Bank of Nigeria Limited. Je voudrais vous encourager à commencer. Comme entrepreneur, j'ai débuté en tant que designer de mode après 12 ans de succès dans le domaine de la banque et plutôt comme secrétaire exécutive. De la banque au pétrole en passant par la mode et l'imprimerie, le parcours de Folorunsho Alakija est atypique. Son désir d'entreprendre et de créer sa propre affaire ne l'a jamais quitté. Un beau parcours entrepreneurial qu'elle n'hésite pas à raconter à ceux qui veulent emboîter ses pas. Grande admiratrice de mode, Folorunsho Alakija n'abandonnera pas sa passion. Elle lance sa propre ligne de vêtements Supreme Stitches. Après seulement 1 an dans le monde de la mode, elle est sacrée styliste de l'année 1986-1987. Au Nigeria, elle est connue dans le monde de la mode et fait office de pionnière. Elle crée ensuite Digital Reality Print Limited, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'impression. Avec un attrait particulier et toujours plus fort pour le monde des affaires et forte de la témérité qui la caractérise, Folorunsho Alakija saute 2 pieds joints dans un tout autre univers, le monde du pétrole. En 1993, à 42 ans, elle se lance dans l'extraction pétrolière. J'aimerais vous encourager en partageant avec vous l'histoire de mon parcours en tant qu'entrepreneur, car ce sont les expériences de vie des autres qui vous seront le plus bénéfiques. Folorunsho Alakija crée sa compagnie pétrolière Famfa Oil Limited. Elle décroche le permis d'exploitation d'un des gisements offshore les plus rentables du Nigeria qu'elle détient à 60%. Ce gisement baptisé OML 127 a une valeur marchande estimée à 7,3 milliards de dollars et produit environ 200 000 barils de pétrole par jour. C'est le début d'une grande aventure pétrolière dans un secteur aussi risqué que concurrentiel. Prenez le taureau par les cornes, prenez votre destin en main. Ainsi, vous pourrez graver vos noms dans les annales de l'histoire. J'espère vous voir vous affirmer dans le futur en étant les leaders de votre temps dans vos différents domaines d'activité.
Folorunsho Alakija continue son ascension. En 1996, Famfa Oil intègre un groupe texan qui par la suite deviendra Chevron. Famfa Oil est aussi membre du groupe Petrobras. C'est de son aventure dans le pétrole qu'elle tirera la bonne part de sa fortune actuelle. The business world that you have decided to play in is fraught with many challenges. Le monde du business que vous avez décidé d'intégrer est truffé de nombreux challenges, de dangers, de difficultés de tous ordres et de circonstances décourageantes. Pour réussir, vous aurez à vous combattre vous-même, à combattre vos amis, à faire face à la compétition, à faire face à différents obstacles et même souvent au gouvernement. And sometimes your government, in order to succeed. Folorunsho Alakija est dévouée pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a créé la Rose of Sharon Foundation dont elle est la présidente. Le but de cette structure est d'accompagner les veuves et les orphelins en Afrique en leur offrant des aides. La fondation octroie des bourses et accompagne les jeunes dans la création d'entreprises. Par ailleurs, Folorunsho Alakija n'a pas abandonné sa passion d'origine. Elle est toujours membre de l'Association des créateurs de mode du Nigeria. Femme d'affaires, fervente chrétienne comme elle se définit, et mère, Folorunsho Alakija ne cache pas son amour et son affection pour sa famille. Madame Vovor, je me tourne vers vous pour vous demander simplement qu'est-ce qui vous inspire ce type de parcours? Alors, le parcours de Folorunsho est très particulier. Moi, ce qui me touche vraiment dans son parcours, c'est justement sa force de caractère. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'elle est partie de rien, parce qu'elle a eu une enfance aisée, elle a fait des études à l'étranger, etc. Elle était diplômée, donc elle a travaillé dans des banques, elle a eu un beau parcours dans l'industrie financière. Et ensuite, elle s'est lancée dans la mode. Elle s'est lancée dans la mode, elle est partie, voilà, elle a fait aussi des études dans la mode, mais quand elle est revenue avec cette envie de faire quelque chose dans la mode, elle a réussi quand même en un an à avoir un prix pour la meilleure designer du Nigeria. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle a fait des études dans la finance et à un moment donné, elle a décidé, non, j'arrête tout, je veux faire de la mode, c'est ça mon premier appel, c'est ça mon coup de cœur. Je vais faire des études dedans, je reviens, je me lance dedans et elle a réussi brillamment. Et ce qui est particulier chez elle, c'est qu'elle a eu le flair. Voilà, au moment où tout le monde achetait justement des parcelles pour afforer, justement pour détecter le pétrole, elle a eu le flair, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas moi? Elle a fait et aujourd'hui, c'est ce qui la rend la femme noire la plus riche du monde. C'était un coup de flair, un coup de génie, si on peut l'appeler comme ça. C'est peut-être trop facile pour certains, mais en tous les cas, tout le monde n'a pas eu ce flair-là. En tout cas, pas beaucoup de femmes l'ont eu. Elle l'a eu, elle s'est battue énormément pendant près de 12 ans contre le gouvernement nigérian. Et ça, je suppose que ça n'a pas du tout été facile. Il y a beaucoup de non-dits dans cette industrie. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette industrie qui est à 100% masculine, s'il faut vraiment le regarder en détail. Et aujourd'hui, elle a réussi à être justement un modèle pour beaucoup de femmes. Et ce qui est bien chez elle, c'est qu'elle ne s'assoit pas juste sur sa richesse. Elle se sert de sa richesse pour faire des choses, pour encourager les autres femmes à entreprendre également. Elle encourage les femmes de son pays et les femmes également dans le monde entier. Mais plus particulièrement dans ce pays, parce que dans son pays, il y a énormément de femmes qui font des choses, qui entreprennent, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup qui sont veuves, il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup qui manquent de moyens. Et elle n'hésite pas à mettre de sa richesse, justement, au service, justement, des plus démunis. Madame Kofi, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces femmes qui ont quand même un parcours brillant et qui sont finalement peu nombreuses au sein du continent africain? D'abord, toutes ces femmes ont déjà eu ne serait-ce que le minimum pour pouvoir se lancer. C'est-à-dire que le cas de Madame Folorunsho, qui est née dans une famille commerçante et une famille aisée, c'est déjà le basique. Elle avait déjà, ça veut dire qu'en Afrique, on a du potentiel. Toutes les femmes africaines ont du potentiel à condition qu'elles aient les moyens de pouvoir commencer quelque part. Mais ce qui est frappant dans le cas de Mme Folorunsho, c'est qu'elle a su concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, je trouve ça formidable. Ça veut dire que les études, le travail n'est pas un obstacle à la réussite familiale et à la réussite professionnelle. Parce qu'encore, elle a combien? 4 enfants? Je ne dis pas que les filles sont plus douces que les hommes, ou bien elles sont plus caractérielles que les hommes, mais élever 4 enfants, c'est pas... Et comment justement concilier cette vie de famille avec un empire qu'elle gère aujourd'hui?
Ah oui, mais je vous. pense que ça dépend de la détermination, ça dépend des priorités qu'elle s'est données. Non seulement je veux réussir ma vie professionnelle, mais il faut aussi que je réussisse ma vie familiale. Donc elle a su concilier. Madame Vauvour, qu'est-ce Oui. que vous êtes entrepreneur aujourd'hui? Tout à fait. Quel obstacle avez-vous rencontré? Comment vous considérez-vous cette approche homme-femme au sein du milieu professionnel? Alors en fait, dans mon cas, c'est différent. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai grandi dans une famille, je dirais pas aisée, mais en tout cas, on manquait de rien. J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents, je suis née en Côte d'Ivoire et mes parents m'ont envoyée en Europe pour faire mes études. Donc, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, donc j'ai une expérience professionnelle. Et j'ai décidé, moi aussi, un jour de démissionner et de lancer ma propre activité. Et en réalité, j'ai pas eu vraiment d'obstacles, on va dire, puisque j'ai fait des études pour. Et ici, aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de structures d'accompagnement pour les entrepreneurs. Vous voulez lancer un projet, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui sont là pour vous aider dans le financement, etc. Les vrais obstacles, c'est plutôt lié à ma famille, qui, elle, est restée, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'était au moment où on annonce, finalement, je démissionne pour lancer ma propre structure. Comme il y a une incertitude en termes de revenus, vous avez etc. senti la pression Il y a familiale, une pression. C'est sûr, il y a une pression, d'autant qu'elle est liée à mon âge, puisque aujourd'hui j'ai 30 ans, et en plus elle est liée à cette connotation-là, parce que nous, on se dit, oui, il faut qu'une femme soit mariée. À 30 ans, t'es pas mariée, t'es périmée, on me l'a déjà sorti. T'as pas d'enfant, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas conseillé de privilégier votre vie personnelle et familiale, tout à fait, au lieu d'aller vous diriger vers l'entrepreneuriat. Vous pensez que c'est un petit peu ce qui se passe? Vous êtes toutes les deux ivoiriennes, si je me trompe. Oui. Vous pensez que ce constat est le même un peu partout en Côte d'Ivoire? Le constat n'est pas le même. Tout dépend du point de vue des familles. Mais je vais répondre à votre question, mais quand je prends le cas de ma compatriote qui est là, Madame Vauvour, c'est-à-dire qu'elle ne se base pas. On se rend compte qu'en Afrique, tout le monde veut passer par la fonction publique. Tout le monde veut être fonctionnaire pour se faire une place au soleil, on va dire ça comme ça. Mais on se rend compte qu'il y a plus d'Africaines, il y a plus d'Ivoiriennes qui ont pris l'initiative de créer leur propre entreprise. Vous sentez qu'il y a une évolution, en tout cas, il y a une évolution et il y a la notion du risque. Ça, c'est très important. Aussi minime soit-il, le risque est déjà présent dans nos sociétés. De quel risque parlez-vous? Bon, le risque que Madame a pris, c'est-à-dire elle travaillait, elle a démissionné, elle veut créer son entreprise. C'est même pas sûr qu'elle réussisse cette entreprise-là, mais elle a cru en son projet, elle a décidé de le faire. Donc c'est déjà très important. Mais j'aimerais revenir sur un point parce que effectivement, nous on est ici, c'est en cadre légal, etc. Donc on crée une structure, c'est très officiel. Mais quand on est en Afrique, la plupart des femmes sont entrepreneurs. Hein. Elles n'ont pas attendu qu'il y ait un cadre légal pour leur permettre de créer une société type SARL ou autre. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Toutes les femmes qui vendent au marché, par exemple, pour moi, ce sont les premières entrepreneurs. Elles se lèvent le matin. Parfois, certaines ont des champs. Elles vont cultiver, prennent le fruit de leur récolte qu'elles vont vendre au marché ensuite pour pouvoir élever leurs enfants. Ce sont les premières entrepreneurs. C'est juste qu'elles sont plus dans le secteur de l'informel. Et donc, il n'y a pas vraiment une évolution vraiment dans l'entrepreneuriat des femmes. Je dirais que c'est juste une continuité et c'est une adaptation aussi, surtout au contexte actuel. C'est vraiment une adaptation. Par exemple, instaurer des quotas peut être utile, en tout cas pour le domaine formel, en tout cas dans les entreprises. Est-ce que instaurer des quotas peut être une solution pour intégrer les femmes? On peut instaurer les quotas, mais si les hommes acceptent, il n'y a pas de souci. Parce que et on regarde du mal. On se rend compte que même ici en France, on exige un quota de femmes dans les entreprises, dans les conseils d'administration et autres. Les hommes n'en veulent pas, ils ne le veulent pas. Donc tout dépend de la volonté. Les hommes n'en veulent pas. Je dirais que les femmes ont tendance, la plupart du temps, en tous les cas, de toutes celles que j'ai côtoyées, qui sont entrepreneurs également, il y en a certaines qui refusent de s'afficher, qui n'ont pas forcément suffisamment confiance. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ça avait beaucoup de réserves. Exactement, qui n'ont pas suffisamment également confiance en elles pour justement se dire, moi aussi je pourrais, parce que moi aussi je suis passée par là. Et je peux en témoigner. Qu'est-ce qui vous a motivé alors finalement? Ah, ça c'est le réseau après. Il faut s'entourer justement de personnes fortes avec une vraie influence et qui peuvent vraiment prodiguer de vrais conseils. D'où l'importance d'avoir un mentor par exemple. Djemal, pour conclure en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez vous de la condition féminine en Afrique?
Ah, ça, c'est un large sujet. Moi, je m'étais préparé de façon beaucoup plus terre-à-terre de parler de cette femme remarquable qui a un parcours, Alors, dites-nous votre point de vue, qui ressemble absolument sur Folorunsho Alakidja. Qui a un parcours qui ressemble absolument à celui des hommes et qui achète même une villa à l'ombre d'un prix assez élevé comme les hommes. Qui a même un jet privé, elle a beaucoup de choses. Je trouve ça assez... 46 millions de dollars. Je trouve ça assez regrettable, cela dit. Pour autant, j'admire son courage, j'admire son parcours, je trouve qu'elle s'est fait une place dans le milieu très fermé des hommes, celui du pétrole, et bravo. Je n'aime pas trop le pétrole et je n'aime pas la richesse dans le pétrole, mais enfin, elle s'est fait une place dans des conditions difficiles. Cela dit, elle s'est fait une place difficile dans des conditions très difficiles. À salaire, à compétences égales, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Dans les conseils d'administration, vous trouvez rarement des femmes comme dirigeants, vous n'en trouvez pratiquement jamais. Et pardon, dans ce monde qui est le nôtre, vous trouvez-moi le nombre de présidentes femmes, de dirigeants femmes, de chefs même de régions et de grandes administrations femmes, il y en a tellement peu. Et quand elles sont ministres, elles sont reléguées à un poste de secrétaire d'État chargé de la condition féminine. Et donc, cette femme-là, dans une situation qui est la sienne, et je dis là encore, n'est pas valable seulement dans nos pays, dans les pays développés, c'est aussi comme ça. La situation est meilleure, mais elle n'est pas non plus extraordinairement bonne. Et donc, il y a des situations compliquées, et cette femme s'est faite en effet une situation remarquable dans un monde qui, effectivement, où la situation ne lui est pas faite. C'est tout ce que je peux dire. Merci pour toutes ces précisions. On va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec donc le Conseil de sécurité des Nations Unies qui effectue une tournée dans le bassin du lac Tchad. Après l'extrême nord du Cameroun, les diplomates onusiens se sont rendus au Tchad, puis au Niger les 4 et 5 mars, où le président Issoufou leur a fait part de son inquiétude sur les effets économiques et sociaux qui résultent de la présence du groupe islamiste Boko Haram. 11 soldats maliens ont été tués et 5 blessés dans la matinée du dimanche 5 mars au cours d'une attaque contre la base de Boulikessi dans le centre du Mali. Une annonce qui a été faite par le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision. L'identité des assaillants n'a pas été confirmée. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.